Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le système financier haïtien est solide et dispose de beaucoup de liquidités. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la BRH, Jean Baden-Dubois. Il a fait cette déclaration lors de l'ouverture du sommet international de la finance. Plus de 165 000 barils de diesel et 10 000 barils de gasoline ont été déchargés aux terminaux de Thor et de Vareux les 16 et 17 avril, selon les informations communiquées par le BMPAD. Rencontre lundi entre le Premier ministre Ariel Henry et la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, fraîchement installée. Selon la primature, les discussions ont porté entre autres sur l'objectif du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et la crise sociopolitique que traverse le pays. Le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu lundi avec la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, fraîchement installée à la tête de la mission onusienne en Haïti. Selon la primature haïtienne, les discussions ont porté entre autres sur l'objectif du BINU et la crise sociopolitique que traverse le pays. Par ailleurs, la diplomate équatorienne a salué les démarches du chef du gouvernement en vue de la mise en place du Conseil électoral provisoire CEP. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, BRH, Jean Baden-Dubois, a affirmé que le système financier haïtien est solide et dispose de beaucoup de liquidités. Il a fait cette déclaration lors de son intervention à l'ouverture du sommet international de la finance organisé par le groupe Croissance et ses partenaires. Je dois le dire, le système financier haïtien se porte bien malgré la situation délétère dans laquelle nous nous trouvons. C'est vrai que la Banque centrale a pris des mesures au niveau de des circulaires de façon à forcer les banques à une certaine discipline au niveau des risques. Et ceci a porté fruit. L'autre chose, c'est qu'on a entendu parler de la faillite de la banque, de la SVB Bank, et on a entendu parler de la faillite de la banque en Europe, en Suisse, Crédit Suisse. Donc, les banques haïtiennes n'avaient pas de relation avec ces banques. Donc, ça veut dire que le problème ne se pose même pas au niveau de ceci. Mais je dois dire aussi que les banques haïtiennes sont très liquides. Les banques haïtiennes aussi, quand on regarde, même le crédit a augmenté et l'assise financière des banques est très stable et même en fait très au-dessus du minimum qui est demandé par la Banque centrale. Donc, ce qui veut dire que malgré la crise, certainement, les banques ont perdu des succursales et ainsi de suite, mais le système bancaire haïtien reste sain et en très bonne santé. Donc, à ce niveau-là, je pense que les circulaires de la Banque centrale ont porté fruit, compte tenu en fait des régulations que nous avons mises en place. Les règles et les normes prudentielles mises en place ont permis en fait à ces banques de respecter en fait ces normes. Elles ne peuvent pas ne pas les respecter, mais le système financier se porte bien et on aurait aimé que tous les secteurs dans l'économie se portent aussi bien que les banques et les institutions financières. Comme on le martelait au début, que 23 juillet, c'était une date fatidique pour Haïti. 23 juillet, c'est la réunion de CAFI où l'on va décider sur le sort d'Haïti. Est-ce que Haïti va passer de la liste grise à la liste noire? Je dis bonne nouvelle entre parenthèses, c'est que les efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits et consentis. On a élaboré la nouvelle loi sur le blanchiment d'argent. La Banque centrale a émis les circulaires sur les PPE, personnes politiquement exposées. Nous avons fait beaucoup d'efforts et je félicite certainement le ministre de la Justice
en fait, le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, si bien que il y a encore beaucoup d'éléments à faire au niveau de la justice, mais qui ne sont pas encore faits. Mais les efforts qui ont été faits, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons, ont permis à Gafi de dire que non, Haïti ne va pas descendre sur la liste noire. On va être encore sur la liste grise en attendant que les autres efforts puissent nous sortir de cette liste grise et monter plus haut. Donc, ceci, je peux dire que cette épée de Damoclès dont on avait peur au niveau du secteur financier, on peut dire que on a passé la barre, au moins pour cette année, mais il faut continuer à faire les efforts, mettre en place les lois, en fait, la loi sur le blanchiment d'argent, et ainsi de suite, et continuer à avancer. Donc, globalement, je veux dire qu'au niveau du système financier, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les épargnants, les déposants peuvent dormir tranquilles. Donc, votre argent est en sécurité. Le BMPAD a annoncé ce mardi l'arrivée d'une cargaison de produits pétroliers alors que la pénurie de carburant persiste sur le marché local formel. 165 000 barils de diesel et 10 000 barils de gasoline ont été déchargés à tort et à Vareux les 16 et 17 avril. Le BMPAD annonce la prochaine cargaison pour le 20 avril. Mercredi dernier, 125 000 barils de gasoline étaient arrivés à Port-au-Prince, mais ces cargaisons semblent être insuffisantes pour garantir la disponibilité du produit dans les stations-service. La presse dominicaine s'étonne que des investisseurs en République voisine ne soient pas dans la liste des personnes haïtiennes sanctionnées. L'absence des noms de Gilbert Bidjo, Jocelyn Privert, Jean-Henri Séan ou Michel Martelly sur cette liste étonne les observateurs, ce que confirme le journaliste Yves-Marie Chanel qui est actif en République dominicaine. La presse dominicaine, jusqu'à présent, a posé quelques questions sur moun yo pas sanctionné. Yo pas posé questions sur moun yo sanctionné, mais yo posé quelques questions sur moun qui pas dans la liste là, particulièrement, et yo parlé de Bidjo. Et que yo fait un grand rallye sur investissement particulièrement que Bidjo gagne, parce que Bidjo gagne plus de, faut me penser que si on a supposé que Bidjo capable d'un investissement de près d'$1 milliard en République dominicaine, si on considère seulement qu'au niveau des stations d'essence et de Texaco, et les Texaco Tecon en République dominicaine, monsieur on compagnie que les GB Énergie, et qui ont un gros building que si on est capable de passer après GB Énergie à sous avenue Abraham Lincoln. Et monsieur est gagné dans Gaza seulement près de $400 millions avec plus de 250 stations de gaz. Et monsieur c'est lui-même qui baille gaz tout dans un bon aéroport, dont l'aéroport Punta Cana en République dominicaine. On connaît ça, l'aéroport Punta Cana représenté parce que c'est le premier aéroport pratiquement en termes de vol, quantité de vol qui gagne en République dominicaine. Donc, c'est Bidjo qui a desservi l'aéroport ça. Donc, sans compter l'autre type d'investissement que monsieur gagne en République dominicaine. Donc, il n'y a pas mis monsieur dans l'histoire et il y a l'autre mon agent qui est ancien premier ministre qui a vu en République dominicaine. Donc, du côté de Porto Plata. Alors, si je prends ça par rapport à des sanctions qui te prennent déjà, mais ça va dire que sanctions qui te prennent déjà ou justifiées, ouais, $100. Donc, c'est pas parce que c'est Canada qui te prend sanctions qui veut dire que sanctions justifiées contre mon nom. Donc, moi, je pense, ou bien États-Unis, donc, je dire qu'il faut mon toujours, même si c'est Canada et États-Unis, parce que moi, ici, il y a une sorte de complexe par rapport. Dominique, il n'y a pas prendre une mesure là, qu'il faut faire mon pas rentrer, mais Canada, il paye. Ou bien États-Unis, il paye. Donc, même gens Canada, ils contestent la République dominicaine, non, quand contester Canada ou bien États-Unis, parce que c'est pas nécessairement soit c'est l'homme qui fait bah yo capable faillir, yo capable bien défaut dans eux. Donc ça veut dire que même gens Canada prend des mesures, les États-Unis prennent des mesures, donc ou gagner pour capable agir ou même clarifier la situation par rapport à ça. Donc, puisque Canada prend des mesures contre Jocelyn Privert, il y a des gens qui attendent que tu prends des mesures contre Jocelyn Privert. Or, les États-Unis ne prennent pas des mesures contre Jocelyn Privert jusqu'à présent. La République dominicaine ne prend pas. Bon, Jocelyn Privert a des relations privilégiées quelqu'un avec Hippolyte Omeya, qui est un ancien président dominicain, qui est un gros bras dans le parti sous pouvoir, dans le PRM.
Non, il a posé cette question, on sort de 2 poids 2 mesures par rapport à citer particulièrement monde qui parle là, c'était les Bidjo, Gilbert Bidjo, je cité Michel Martelly, Michel Martelly propriétaire de terrain dans ça me connaît dans la zone Habacoa qui sont une zone touristique qui est située un petit peu à l'ouest de Santiago. Donc Habacoa monsieur il y a un terrain dans la zone ça. Donc probablement il y a l'autre monde qui a de gros intérêts, mais l'autre question que je me pose tout, est-ce que n'est-ce ça tout par une nationalité dominicaine, ça a étonné les gens qui me disent, est-ce que par une nationalité dominicaine ou bien une résidence en République dominicaine qui fait que ne pas mettre sur ça. Donc ça est-ce que vous dire nous là que sont possibilités? Oui, sont possibilités. Sont possibilités. Si sont dominicains, ils vont pas rentrer en dominicain encore. Il y a pour l'autre sanction légale contre eux. Si on réside aux États-Unis, si on réside aux États-Unis, ou bien que, et c'est là que les Américains ont expliqué pour qu'ils ça a des sanctions pas de prendre l'autre jour contre ces deux mondes, Laurent Lamotte et Michel Martelly, parce que eux-mêmes, ils résident ou bien un passeport américain. Le fait que ils ont un résident ou bien un passeport américain, ça fait que ils ont un outil légal en faveur. Parce que ils ont comme décision contre eux, eux-mêmes, ils ont attaqué le gouvernement là-dedans. Tandis que le gouvernement plus prudent dans le cas ça. Donc ça veut dire que par contre c'est une situation qu'on a présentée pour des nègres qui soit résidés ou bien soit citoyens dominicains. Parce que on connaît parce que quand il y a des nègres qui ont plusieurs passeports dans le il y a qui fait collection passeport. L'impact économique des sanctions de la République dominicaine à l'encontre de personnalités haïtiennes se verra peut-être à moyen ou à long terme selon l'économiste Rifar Serran. Toutefois, il est difficile d'évaluer l'ampleur de l'impact de cette mesure, considérant que certaines informations ne sont pas disponibles, notamment en ce qui concerne le niveau d'investissement des personnes sanctionnées en terre voisine. Par ailleurs, il pense que la décision du gouvernement dominicain doit servir d'exemple aux dirigeants haïtiens qui, disent-ils, refusent d'améliorer les conditions de vie dans le pays. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et Richie Fortuné. Après le Canada, les États-Unis et la République dominicaine ont emboîté le pas. Si les sanctionnés, pour la plupart, tentent de minimiser la portée de la décision du gouvernement dominicain, c'est loin d'être le cas de l'avis de certains experts en économie. Sanction ça aujourd'hui à la pral fait que l'obral nouvelle administration prochain dirigeant ça même pral réticent on dit peur qu'on y a là pour que il va mal gérer finances publiques là mal gérer l'état et c'est là et c'est un élément important et un bon signal que lié pour nous même actuellement là pour que prochaine fois lorsque quelqu'un des dirigeants qui va diriger le pays donc il va le montrer beaucoup plus responsable et non seulement ça tout investissement que ensemble de dirigeants mais de politiciens a fait dans l'autre pays tout yo vinn aujourd'hui a une nécessité pour que l'investissement soit fait en Haïti plutôt. Il est difficile de faire une évaluation vu l'indisponibilité de certaines informations. Kistner Farrell est clair et précis. C'est très difficile pour évaluer parce qu'on ne sait pas combien de cob que moun ça a gagné. C'est si acteur était dit bon, moun ça a mais combien de cob qui donne l'économie, elle est faire une évaluation pour dire bon mes résultats. Bon, et est-ce que ça a une conséquence? Même moi, je pense que dans 3 pays, ça yo. À moyen ou à long terme, et surtout quand il y aura une administration stable, les impacts devraient se faire sentir. Écoute, sanction ça que international prend en compte un ensemble de anciens dirigeants, de politiciens, nous croit que impact économique là nous pas pour le connait aujourd'hui. Nous pas le à moyen terme ou bien à long terme lorsque pour vraiment gagner une administration qui est stable, OK, une nouvelle gouvernance, OK, plus avisée. Sur le plan politique, les retombées devraient être positives selon les 2 experts en économie. C'est ça va avoir un signal pour que maintenant gagner des consciences tout qui prend au niveau du pays pour que nous propre pays beaucoup plus au sérieux et ça va le faire tout qu'on y a là puisque tout un monde qui gagne comme qu'a investi dans l'autre pays tant que Saint-Domingue comme l'autre pays qu'on y a là sauver nous que gagner pour investir en Haïti plutôt donc ça va le faire que au demander pour que des conditions créées pour investissement ça va fait mais stabilité qu'on y a sociopolitique là goumé insécurité qu'on y a là il pral un élément fondamental tout de n'importe dirigeant qui vient diriger pays donc impact là n'a pour elle quand même sans aucun doute mais j'aime dire là haïtien supposé prendre leçon que ce soit homme politique, homme d'affaires, homme et femme bien sûr, pour connaître que sous terrain devant la caillou, qu'on n'y a pas de prendre ça, c'est qu'on a dit ouais, m'battre dans ceci, m'battre dans cela.
Donc, si Haïti a pris une sanction contre l'homme d'affaires dominicain, ça t'a dérangé. Il va pas beaucoup pour ça. Donc, ranger devant la caillou. Certains estiment que des noms devraient être ajoutés sur la liste des sanctionnés et bien d'autres non. Une autre catégorie juge nécessaire que l'on donne plus d'éclaircissements sur ce dossier jugé négatif pour certaines personnalités importantes du pays. Des risques de glissement de terrain sont imminents dans la zone du Juvénat selon les constats en cette période pluvieuse. Des riverains de cette zone tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités d'entreprendre des travaux de curage des canaux qui sont bouchés depuis plusieurs mois. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est une épée de Damoclès qui plane sur les habitants de la zone de Juvénat. Des dizaines de glissements de terrain ont déjà eu lieu, mais les constructions anarchiques sont toujours visibles. Le régime pluviométrique, la déclivité des sols, la géologie, les caractéristiques entre autres, autant de facteurs qui représentent un danger et peuvent entraîner cette catastrophe naturelle. La façon dont les maisons sont construites, des pluies diluviennes sont susceptibles d'affecter considérablement la stabilité des pentes. D'importantes chutes de pluie sur cet endroit représentent de gros risques pour des riverains qui sont sur le coup de l'émotion dans cette saison pluvieuse. Depuis tant de dates, on est tout le temps là, puis tombé. Là, en OD, c'est pour te péter mini school là, qui pas de barrel, ni school barrel, yo fait blanc. Yo pas péter mien pour yo te canaliser de l'eau tape tout passer là, il pas même bloquer l'arrière. Des hommes, des femmes, y compris des enfants, sont déjà victimes. Des maisons effondrées pour ensuite être reconstruites au même endroit. Parce que même si vous révélez ça longtemps, tout le temps, chaque l'État vient pour essayer de faire là pour venir ça. On est comme vient faire, sous-do vient sous-do peuple Borissia, et pour essayer de régler pour nous. Un autre fait qui attire l'attention, c'est l'insalubrité. Des alluvions, des immondices en quantité rendent particulièrement difficile la circulation pour les piétons et les automobilistes. C'est une situation qui devient de plus en plus difficile dans la zone de Canapé Vert, notamment dans la localité de Juvénat. À cause des constructions anarchiques, à chaque fois que des pluies diluviennes s'abattent sur la capitale, les risques d'avoir des éboulements de terrain sont très élevés. Alors que nous sommes pratiquement dans la saison pluvieuse, rien, presque rien, du côté des autorités étatiques ne justifie que des mesures sont en train d'adopter en vue de curer les canaux. À l'approche de la saison cyclonique qui débutera le 1er juin, aucune annonce n'a été faite jusqu'ici. En somme, l'alerte est lancée. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Une nouvelle discipline s'ajoute au centre de formation professionnelle technique Fontaine à Cité-Soleil. Les responsables de ce centre ont inauguré une salle de couture flambant neuf le week-end dernier. Gériane Karen Ulysse est l'une des responsables de ce centre de formation. Il s'agit d'offrir aux jeunes de cette commune plus d'opportunités pour éviter de s'enliser dans la violence des gangs. Le centre de formation en lui-même, il y a plusieurs autres options là-dedans, mais c'est moi en soi qui est responsable de couture là. Nous avons travail, et on couture nous environ 12 mois. Et pendant 12 mois, ça, nous avons une chance pour faire jupe, pour faire robe, corsage. Et nous avons le même programme pour nous faire costume, avec des tailleurs, jupe ou bien pantalon avec veste. Nous avons un programme, c'est programme vraiment large. Ce n'est pas là nous voulons arrêter. Nous voulons aller avec l'idée à plus loin toujours pour nous avoir un atelier dans la zone qui peut confectionner, qui peut faire produits dans la zone. Son travail, papa m'a commencé, ça fait 31 ans dans Cité Soleil et c'est un plaisir pour moi-même pour commencer 31 ans par an. Et encore une fois, je suis toujours prête. Nous sommes en zone de non-droit parce que pas jamais quelqu'un qui a ajouté une structure pour eux. So, nous espérons tracer un exemple, ajouter une structure pour les jeunes. Et moi-même, je continue le travail, papa m'a commencé. Et je regarde si il y a l'autre monde dans l'autre zone qui aurait les non-droits, qui a ajouté opportunité pour zone ça qui a changé de non-droit à zone opportunité. Je dis, ça pour l'hôpital qui ferme, pour l'école
l'école qui fait, mais pour grève qu'a fait, nous-mêmes, nous qu'a dit jusqu'à présent, rien pas fait. Ça, c'est preuve que nous avons apprécié le projet. Nous venons chaque jour, nous travaillons 24 sur 24, 7 jours sur 7. Fait que nous ouvriers, c'est une preuve que nous apprécié le travail. Ça c'est rêve moi pour nous ajouter, pour nous venir en centre de formation technique et professionnelle normale, pour langue. Anglais, espagnol, peut-être même japonais et coréen, et éducation financière, économie, et il y a pile d'autres bagages que nous avons ajouté, mais ça c'est juste commencement, bagages que si nous avons gradué dans moins que 2 ans, pour aller travailler bien vite dans souterrain, mais au fil du temps, nous avons ajouté plus de bagages qui prennent 4 ans et même peut-être maîtrise, mais il y a pile de bagages que nous avons ajouté. Oui, ils payent un frais pour participer dans l'école là, mais parce que nous connaissons la réalité, en pile non, ils n'ont pas de travail. Il y a des patients qui des fois leur viennent dit que bandi fouiller pour assurer pour tout cob. Nous disons même si c'est pas 50 gouttes, même si c'est pas 20 gouttes, ça gain mettre bail, mais il pas gratis parce que il y a professeur qui pour payer, il y a équipement et matériel qui pour acheter. Tout ça n'a fait avec l'amour. Au moins nous connaissons, nous avons réduit le taux de violence qui gagne entre nous, penser avant nous agir avec l'amour et puis au fil du temps, nous avons bien opportunité nous-mêmes pour nous venir inscrire dans un centre pour l'avenir nous gagner plus espoir. Tout le monde en Haïti parle du plan Biden, celui que l'administration américaine elle-même a officiellement baptisé de Humanitarian Parole. Ce plan concerne 4 pays, le Nicaragua, le Venezuela, Cuba et Haïti. Première question, pourquoi associer Haïti aux 3 pays les plus anti-américains de l'hémisphère, que ce soit le Nicaragua, le Venezuela ou Cuba? Ils sont les 3 pays les plus anti-américains et on vient mettre dans le même panier Haïti, dont on ne peut pas dire que Haïti soit vraiment dans le camp des anti-américains, au contraire. Bon. Alors, ce plan concerne 30 000 personnes par mois à qui l'administration américaine offre la possibilité d'immigrer aux États-Unis légalement. Donc, ça met un petit peu la pédale douce sur les illégaux. Évidemment, il faut des conditions, les conditions ne sont pas rédhibitoires, on peut facilement les surmonter. Donc 30 000 par mois pour l'ensemble des 4 pays, ce qui fait évidemment 7 500 personnes par mois pour chacun des pays. Donc, par voie de conséquence, et logiquement aussi 7 500 Haïtiens par mois. Sur un an, ça fait 90 000, et comme le programme est censé durer 2 ans, ça fait donc potentiellement 180 000 Haïtiens qui pourront, au cours des 2 années à venir, il ne reste plus 2 ans maintenant, mais sur une période de 2 ans, 180 000 Haïtiens pourront entrer légalement aux États-Unis et s'y installer, travailler et prendre racine. Alors, ce plan Biden a suscité un énorme engouement en Haïti. Nous avons plusieurs fois ici même dit combien les centres qui distribuent les documents légaux, passeports, etc., avaient été pris d'assaut par une foule enthousiaste qui allait retirer leur passeport pour pouvoir partir. Je ne sais pas si dans les 3 autres pays, l'engouement a été aussi vif, mais c'est sûr qu'en Haïti, cet engouement a été énorme et on entend beaucoup de gens actuellement dire qu'ils aiment pour Biden. Moi, oui, ou ma travail pour me prendre Biden. Mais parce que, bon, les Haïtiens, comme d'habitude, dans leur souci de simplification, ont baptisé ce plan, le plan Biden, et c'est devenu un Biden. On va chercher Biden, moi, bon Biden, moi, t'as le Biden, moi, bon. Tout ça est très bien. Donc, pour parler de ce plan, qui porte le nom de humanitaire dedans, il y a le mot humanitaire dedans, nous allons un petit peu analyser
fouiller un petit peu, gratter la surface des choses et voir ce qu'il y a peut-être un petit peu en dessous de la surface. Et pour cela, évidemment, j'ai avec moi sur le plateau, comme d'habitude, notre ami William Savary. Bonsoir William et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Bien. Alors c'est vraiment une introduction assez élaborée qui a couvert plusieurs points. Oui. Et il faut dire le plan humanitaire parole. Oui. Il faut rappeler aux gens que le mot parole veut dire c'est une exclusion accordée à des prisonniers pour avoir eu de bons comportements en prison et on leur accorde 2 ans de liberté. Et si toutefois, pendant ces 2 ans de liberté, le comportement ils ne récidivent pas, ils peuvent préserver leur liberté et continuer leur vie. Donc, est-ce que, la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que les États-Unis, ou l'administration Biden plutôt, perçoivent que les Haïtiens sont en prison? Bon, pas seulement les Haïtiens, les Nicaraguayens, les Vénézuéliens, les Cubains. Pour ces 3 pays-là, c'est compréhensible. C'est compréhensible, parce que d'un point de vue idéologique, absolument, ils peuvent argumenter que ces 2 pays-là, le système politique, le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec le système politique de ces pays, les citoyens de ces pays sont en prison. Mais pour nous autres, non. Et ça a été ma première surprise d'ailleurs, c'est d'entendre le nom de ce programme, Humanitarian Parole. Parole, comme vous venez de le rappeler, est un terme juridique qui s'applique exclusivement à des gens qui sont en prison, qui ont été condamnés, qui sont en prison et à qui on offre une possibilité de sortir de prison sous condition, une libération conditionnelle. C'est ça le sens du mot parole. Maintenant, il faut dire que ce qui est permis, le visa qui est permis en fait, par ce programme est aussi pour 2 ans. Et pendant les 2 ans, vous avez une chance de prouver votre capacité aux États-Unis de vous installer. Mais si toutefois, vous n'êtes pas en mesure de faire, ou si vous ne réussissez pas à le faire, votre statut retourne à la case initiale et vous êtes remboursé chez vous. Renvoyé chez vous. Renvoyé chez vous. Et voilà, donc, la notion de payroll qui a été utilisée n'est pas anodin. Oui, non, je me doute bien que tout cela a été réfléchi, mais ça pose quand même question. On ne dit pas que... On n'accuse pas les Américains de nous mettre en prison. Mais ça pose question. D'accord. Bon, alors, maintenant, William, qu'est-ce qu'il y a de vraiment humanitaire dans ce programme? Maintenant, cette question pourrait être répondue de vraiment 3 façons. Humanitaire pour qui? Pour Haïti, pour les Vénézuéliens, les 3 autres pays, ou pour Biden, ou pour le Parti démocrate américain. Parce qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer que les gens, en général, confondent, se cachent plutôt derrière les notions très nobles, comme humanité, droits de l'homme, démocratie, pour atteindre leur propre but. Maintenant, d'un point de vue humanitaire, beaucoup de gens signaleraient que, par exemple, pour permettre aux gens de quitter Haïti à cause de la pression qui est appliquée, que nous subissons à cause des activités de gang, donc il y a une crise humanitaire dans le pays et les citoyens du pays ont besoin d'un répit. Bon, et similairement, parce qu'il faut dire un programme pareil avait été appliqué aux États-Unis à la demande du tremblement de terre avec la TPS, où on avait permis aux gens qui étaient aux États-Unis et dans leur pays en général, les gens en général qui sont aux États-Unis, le TPS, ce sont des gens qui sont aux États-Unis et dans leur pays, il y a une crise, il y a une catastrophe et les gens ont peur pour leur vie de rentrer chez eux, donc on leur permet de rester aux États-Unis pendant 18 mois. Et le TPS qui continue d'être renouvelé régulièrement d'ailleurs. C'est ça. Maintenant, ça veut dire que le fait que ça se renouvelle, qu'on le renouvelle tous les 18 mois, ça veut dire qu'à un moment, ils vont accepter de ne plus renouveler. Parce qu'il y a plusieurs pays qui bénéficiaient du TPS, pour lesquels le TPS n'a pas été renouvelé. Terminé, mais pour Haïti, ça continue. Ça continue. Bon, maintenant, c'est une bonne chose de dire ça. Ça continue, pourquoi? Parce qu'il y a la pression de la diaspora haïtienne et des politiciens américains qui ont été exercés pour
encourager l'administration actuelle d'étendre le TPS, de renouveler le TPS. Maintenant, troisième point que je veux signaler, humanitaire pour qui, il faut se rendre compte que le Parti républicain, aux dernières élections, l'État de la Floride avait voté pour le président Trump, le candidat Trump. Et 20% des Haïtiens de la Floride ont voté en faveur de M. Trump. Ouais. Et ces 20% ont basculé. On fait que la Floride bascule dans le camp républicain. Le camp républicain. Maintenant, il faut dire que l'État de Floride, en fait, pour gagner les élections américaines, il vous faut 571 voix électorales. Voix électorales. Grands électeurs, oui. La Floride représente 29%, 29 des voix. 29 voix. Oui. Ce qui représente... C'est un des gros États. Un des gros États des élections. Absolument. Donc, est-ce que humanitaire, est-ce que ça va permettre au Parti démocrate de faire basculer la Floride à nouveau dans le camp démocrate? Voilà. Ben oui. Donc, humanitaire, c'est qui? Oui, c'est pour qui? Parce que n'oublions pas que les élections, c'est dans 2 ans. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Non seulement il faut le rappeler, mais il faut dire que le programme va jusqu'aux élections et s'arrête. Et s'arrête. Voilà. Maintenant, au moment des élections, les démocrates vont offrir aux gens qui ont bénéficié de ces visas. Si vous votez démocrate, vous votez républicain, ce programme ne sera pas renouvelé. C'est un appât politique. Hein? Et avec ce programme, les démocrates cherchent à courtiser non seulement les Haïtiens, mais aussi tous les gens les Latinos qui sont au Mexique, qui sont, pas au Mexique, excusez-moi, au Texas, les Mexicains, je suis désolé. Mais dans les pays où les Latinos sont très forts, pour essayer de balancer le résultat des élections. Hein? Donc, humanitaire, c'est pour qui? Bon, moi j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle le win-win situation. C'est une situation gagnant-gagnant. C'est bon pour les Américains et pour le Parti démocrate, plus exactement, comme vous venez de le démontrer brillamment. Mais on ne peut pas dire que ce soit mauvais pour les Haïtiens non plus. Mais pour les Haïtiens qui arrivent à partir, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas mauvais pour Haïti. Maintenant, c'est là la distinction. Parce que les gens doivent se rendre compte, nous ne sommes pas contre les gens qui veulent quitter le pays pour aller chercher une vie meilleure. Comme on dit, aller côté de l'eau à couler puis fouet. Nous ne discutons pas c'est pas ça le débat. Non. Le débat, c'est les décisions qui sont prises en matière de policy. Comment on dit policy en français? Politique. Politique. Mais comment ça affecte la population ou le pays en entier. Parce que plusieurs personnes pensent en général de façon très individualiste en ce qui concerne leur relation avec Haïti. La notion de la construction de la nation semble avoir perdu de son ampleur chez beaucoup d'Haïtiens. Ça pratiquement n'existe plus. Oui, presque. Donc maintenant, c'est vraiment là, nous sommes en train de ramener le débat sur un terrain où les gens prennent en considération les conséquences que les décisions ou les politiques américaines peuvent avoir sur le pays. Donc, nous venons de dire que comment ça pourrait bénéficier, vous voulez, le Parti démocrate qui est au pouvoir et qui ça, c'est pour le côté américain. Ça, c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne Haïti, je dois vous dire que ce programme, vous venez de le signaler, ça vous fait 7500 personnes par mois. Donc 90 000 par an et 180 000 sur 2 ans. Maintenant, par an, ça représente 1% de la population haïtienne actuelle. Okay. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans les années légèrement moins. Parce qu'on est à 12 millions quand même minimum. 90 000, bon, ok. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans les années 60, 3000 professeurs haïtiens ont été recrutés par les Nations Unies pour partir en Afrique et au Canada pour former leur système éducationnel, former leurs intellectuels, former leurs ingénieurs, etc. Il n'y a pas eu seulement des professeurs, il y a eu des avocats, il y a eu des médecins, la médecine de Montréal a atteint son degré d'excellence grâce aux médecins haïtiens. Et depuis cette époque, nous avons constaté la dégringolade
de notre système éducationnel, notre système de santé, Tout à fait. Le pays a connu une dégringolade et ça continue. Hélas. Maintenant, nous avons aujourd'hui, avec ce programme, qui sont les gens qui sont les plus aptes à quitter le pays aujourd'hui? Bon, les gens qui savent lire, les gens qui ont fait l'université, qui travaillent et qui trouvent l'opportunité et qui quittent. Mais je dois vous dire que la Digicel a perdu 1000 employés. À l'ONA, qui est une des institutions de l'État, il y a certains départements qui sont quasiment dépeuplés. Il y a des écoles, il n'y a plus d'étudiants. Il n'y a pas assez d'étudiants pour payer les frais d'inscription, pour payer aux professeurs. Et il y a beaucoup d'autres, les professeurs sont partis. Donc la conséquence... Sans parler de la police. Sans parler de la police, car on dit que ça a été une véritable hémorragie dans les rangs de la police. Donc finalement, c'est un programme d'un point de vue individuel. Il faut bien le signaler. Absolument. Ça peut convenir à certaines personnes. Mais d'un point de vue de nation, de construction de nation, c'est un programme qui détruit la République d'Haïti. Oui, c'est détruit l'architecture de la République d'Haïti. Vous dites bien, il faut bien faire la différence entre l'aspect individuel, c'est bon pour l'individu qui finalement a une chance, à qui on offre une chance de se construire un avenir meilleur, parce que franchement, encore une fois, regardons les choses objectivement. Qu'est-ce que le pays a à offrir aujourd'hui à ces jeunes? Là, c'est la grande question. De quoi qu'avons-nous à offrir? Donc, à cette question, je vais plutôt renverser cette question. Plutôt pour dire de quoi Haïti a-t-elle besoin? Maintenant, est-ce qu'on a besoin de visa? Je pense non. Je pense que plutôt Haïti a besoin d'accès au marché. Je pense que plutôt Haïti a besoin de leaders responsables qui prennent en charge la notion de la construction de la nation. Je pense plutôt même au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, la majeure partie des gens de la diaspora qui mènent une politique, qui mènent les activistes, si vous voulez, de la diaspora, ce sont des gens qui sont en faveur de ce mouvement de Biden. Mais est-ce que la diaspora aurait pu jouer un autre rôle en matière de lobbying pour avoir d'autres influences sur le marché américain pour que Haïti puisse avoir d'autres types de bénéfices plutôt que le dépeuplement de la nation? Donc, tout ça, ce sont des questions auxquelles nous devons, comme pays, répondre. Parce que là, c'est une façon facile de répondre, OK, bon, les gars, ils vont partir, on va leur donner le visa. Ils ne seront plus là pour causer des troubles au pouvoir en place. Il n'y aura plus des gens pour prendre la direction des démonstrations, des contestations. Parce que ceux-là qui pourraient le faire, qui savent lire et qui connaissent l'histoire, on les a fait partir. Donc ça devient très dangereux. Très dangereux. C'est un programme qui est très dangereux pour la République d'Haïti. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui abordent cette question sous cet angle, qui, comme d'habitude, nous avons le chic de mettre les pieds dans le plat, mais encore une fois, je crois qu'il faut rappeler que, quels que soient les calculs de politique intérieure, comme on l'a montré, la place et l'importance du Parti démocrate, qui est le parti du président Biden, quel que soit le nombre de calculs qui aient pu être faits, je reste personnellement persuadé que l'aspect humanitaire, la volonté de vraiment faire quelque chose pour le peuple haïtien sur le plan humanitaire existait à la base de ce programme du président Biden. Est-ce qu'ils avaient réfléchi au fait que cela allait constituer un dépeuplement de gens valables dont les actions pourraient être utilisées pour relancer Haïti? Peut-être que dans l'administration Biden, certains y ont pensé, mais je ne crois pas que ça a été une priorité. Maintenant, le but n'est pas de dépeupler Haïti, le but quand même est, je crois, humanitaire, avec la volonté d'offrir une possibilité de vie meilleure à donc 180 000 Haïtiens sur 2 ans. Bon, écoutez, je peux dire autre chose.
Pourquoi ne pas renforcer l'armée pour avoir la paix dans le pays? Pourquoi ne pas fournir aux forces de police les moyens nécessaires pour qu'on puisse trouver une notion de stabilité sociale? Pourquoi ne pas ouvrir le marché américain aux produits haïtiens? Il y a autre chose qui aurait pu être fait. Le marché américain n'est pas fermé aux produits haïtiens, si? Il y a des limites, parce que pour faire rentrer le produit haïtien sur le marché américain, il faut passer par le ministère le département de l'agriculture. Oui, les produits agricoles, oui. Maintenant, mais ça, tous les pays. Un instant. Si vous voulez vraiment aider Haïti, essayons de mettre en place des programmes préférentiels pour les produits agricoles d'Haïti. Bon, non, mais ça parce que on a besoin d'emplois, on a besoin que les jeunes travaillent, on a besoin de créer de la fortune dans le pays. Et la fortune se crée, c'est à travers le commerce. William, je connais bien la question des mangues en Haïti à l'époque où je vivais en France. J'avais même imaginé que je pourrais être importateur de mangues que je vendrais en gros sur le marché français. Quand j'ai vu les barrières et les difficultés qu'il fallait surmonter pour arriver à importer une mangue, j'ai abandonné. Donc, on se comprend. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas propre aux États-Unis. Non, c'est à travers le monde. C'est le monde entier qui se protège sur le plan phytosanitaire. Oui, mais maintenant, vu que nous sommes en train de débattre la question américaine, vu que c'est notre plus grand partenaire commercial, vu que ce sont eux qui se manifestent pour dire qu'ils veulent avoir faire de l'humanitaire. Oui. Bon. D'ailleurs, Serge, il faut dire une chose. Combien d'Haïtiens à combien d'Haïtiens avait-il adressé la question « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous autres ?» Ils viennent, ils vous proposent ceci. Ils vous disent « Voilà ce que nous voulons faire. » Mais à qui avait-il demandé? Les Haïtiens auraient pu commenter là-dessus et dire « Voilà ce qu'il nous faut et pas ce qu'il nous faut. » Oui. Parce qu'il y a cette notion de constamment imposer une vision sur les autres qu'ils dominent. Mais c'est les séquelles du système esclavagiste, colonialiste, etc. Oui, mais il faut remettre tout ça en question. Le colon sait mieux que le colonisé. C'est pourquoi il faut remettre... Et c'est ce que nous faisons là maintenant, c'est ce que nous remettons en question. Nous n'avons pas fait de façon philosophique, ni de façon politique, mais de façon pratique. Mais on aurait pu le faire d'un point de vue philosophique, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue politique, tout ce qu'on veut. Mais on a choisi ça parce que c'est d'actualité. William, je crois que nous avons donné beaucoup de grains à moudre à nos auditeurs et nos téléspectateurs ce soir. Malheureusement, le temps est arrivé. Il faut mettre un terme à cette interview. Je crois qu'on a éclairé la chandelle de pas mal de gens, enfin vous en particulier, vous avez éclairé la chandelle de pas mal de gens sur ce qu'il y a véritablement derrière ce programme Biden. Donc, du bon, du moins bon, du dangereux même, peut-être, pour Haïti, de bon à titre individuel. Et comme je le disais en introduction, l'engouement que le lancement de ce programme a suscité dans la population haïtienne montre à quel point la situation de la plupart des gens qui vivent ici aujourd'hui est une situation désespérée et qui se demandent mais qu'est-ce que je fiche dans ce pays, qu'est-ce que ce pays a à m'offrir? Évidemment, s'il posait la question qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce que je peux faire pour ce pays, peut-être que les choses commenceraient à changer, mais malheureusement, on n'est pas à la veille de voir cela. William, merci infiniment. Merci de ce beau programme et à bientôt. À bientôt, Serge. Voilà, c'était William Savary qui faisait une approche un peu particulière de ce qu'on appelle le programme Biden, ce fameux Humanitarian Parole, qui va durer encore 1 an et demi, un peu plus même, et qui concernera en tout 180 000 Haïtiens. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure,
même chaîne.